Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Nicolas Sarkozy sort de son silence. L'ancien président s'exprime demain dans l'hebdomadaire Le Point. Une tribune consacrée à l'Europe à l'heure où l'UMP est à nouveau en pleine tourmente financière. Le Sénat a fait valoir ses arguments sur la transition énergétique, débat en séance cet après-midi et rapport de l'UMP Jean Bizet pour qui cette transition, si elle veut réussir, ne doit pas être déconnectée du marché. Quand la SNCF déraille, des nouvelles rames de TER trop larges ont été commandées. Il va falloir faire des travaux d'aménagement des quais pour un montant de 50 millions d'euros. Comment empêcher une telle erreur de se reproduire alors que le projet de réforme ferroviaire doit bientôt arriver au Parlement? Débat à suivre dans ce journal. Pour la deuxième fois, Nicolas Sarkozy sort de son silence. L'ancien président va se lancer demain dans une plaidoirie en faveur de l'Europe à 4 jours du scrutin pour les européennes. Pour en parler, notre chroniqueur Mickaël Zamès nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Delphine. Alors ça y est, cette fois, c'est sûr, il s'exprime, Nicolas Sarkozy. Oui, c'était l'Arlésienne, où, quand, comment, voilà, il s'exprime demain dans Le Point. Ce sera une tribune signée de sa main, 6 pages. Quand même, c'est une sorte de grand plaidoyer pour l'Europe. Vous n'attendez pas une consigne de vote de la part de Nicolas Sarkozy, plutôt ce plaidoyer, mais surtout quelques propositions, le seul capable de rassembler les pro-européens et les eurosceptiques. Alors l'angle de cette tribune, c'est l'Europe, un enjeu ou un déclin. Il va faire des propositions très concrètes, Schengen, une Europe à 18 plutôt qu'à 28, et bien sûr un renforcement de l'axe franco-allemand. D'ailleurs, son texte sera traduit en allemand et diffusé dans le journal Der Spiegel demain matin. En France, si vous le voulez, Delphine, il sera disponible sur le site du Point à partir de minuit. Alors avec cette tribune, on peut dire que Nicolas Sarkozy poursuit sa stratégie. Oui, celle des petits cailloux, des cartes postales qu'il envoie comme ça de temps en temps et qui doivent certainement l'amener jusqu'en 2017. Alors quand Nicolas Sarkozy s'exprime, tout le monde en parle. Il avait déjà fait le coup au mois de mars dernier, avant les élections municipales. Cette fois, la tribune était dans le Figaro. Il avait attaqué la justice de façon très forte. Ça avait fait beaucoup parler à l'époque et ça avait peut-être eu une influence ou pas sur les élections municipales. En tout cas, lui le croit fortement. Alors, est-ce que la droite attend avec impatience cette intervention ? Peut-être pour ses plus farouches partisans. Ça, on n'en doute pas qu'ils l'attendent un peu comme le Messie. Mais vous savez, ça fait 2 ans que le président joue au président un petit peu fantôme qui sème ses petits cailloux par-ci par-là. À l'UMP, on a appris à faire avec. Alors interrogé il y a quelques jours, François Fillon disait de Nicolas Sarkozy, s'il a envie d'intervenir, eh bien sa voix est utile, comme d'autres, comme celle de Valéry Giscard d'Estaing. Vous le voyez, à l'UMP, on a rangé Nicolas Sarkozy au rayon des ex, ce qu'on aime bien entendre, mais qu'on a du mal encore à écouter. Merci beaucoup, Mickaël. Et l'UMP est à nouveau en crise et cette fois, c'est le manque de transparence dans les comptes qui est pointé du doigt par certains parlementaires de l'opposition. Ils demandent des éclaircissements à Jean-François Copé. Le président de l'UMP affirme qu'il ne se dérobera pas. Nathalie Guilloire. Affaire Big Malion, soupçon de détournement de fonds publics pesant sur des sénateurs UMP. L'affaire de trop pour certains parlementaires de droite qui demandent cette fois-ci des comptes à Jean-François Copé. En première ligne, Lionel Tardy, député, qui publie une lettre ouverte au président de l'UMP. Les militants et les élus disent stop. Les Français, militants et élus UMP de base, s'étonnent du silence assourdissant des leaders de l'UMP. Ils veulent cette fois-ci des explications claires sur le fonctionnement de leur parti. Les révélations de Libération relancent les accusations de prestations fictives payées par l'UMP à la société Big Malion. Laurent Wauquiez, vice-président de l'UMP, veut également plus de transparence dans les comptes du parti. Il faut absolument arriver à casser ce cercle des affaires politico-financières. Il y a une seule façon de le faire. Que ce soit plaisant ou déplaisant, que les politiques l'aiment ou non, la seule réponse, c'est une transparence absolue et extrêmement exigeante. Au centre de toutes ces tensions, Jean-François Copé, qui répond aujourd'hui à ses détracteurs. Je ne me déroberai pas devant mes responsabilités. Bien sûr que j'ai des interrogations. Je n'accepterai pas les allégations scandaleuses, ignobles, qui ont été faites concernant le fait que j'aurais pu avoir je ne sais quel trésor de guerre. Ça, je ne l'accepterai jamais. Le président de l'UMP présentera un rapport au bureau politique la semaine prochaine sur les soupçons de surfacturation de son parti en lien avec la société Big Malion. Une volonté de transparence qui arrive peut-être trop tard. Déjà très contestée, un mauvais score aux élections européennes fragiliserait encore un peu plus la place de Jean-François Copé à la tête du parti.
Et une garde à vue qui tombe mal pour l'UMP, celle de l'épouse et première adjointe du maire UMP de Levallois-Perret, Patrick Balkany. C'est donc Isabelle Balkany, son épouse, qui a été placée en garde à vue dans le cadre d'une enquête judiciaire de nature financière. Un rapport sénatorial sur la coopération énergétique franco-allemande préconise de mieux prendre en compte le financement de la transition vers les énergies renouvelables. Une critique à peine voilée de l'Allemagne, qui reste, selon ce rapport, le plus gros pollueur de l'Union européenne. Jérôme Bonnard. 430 milliards d'euros, c'est le coût de la facture énergétique en Europe. Il faut dire que 80% des besoins en pétrole et 60% du gaz sont importés. Pour l'Europe, les enjeux sont parfaitement connus. Tout d'abord, il s'agit d'assurer l'autonomie énergétique du continent, toujours très dépendant des importations d'énergie fossile. Alors comment financer la transition énergétique européenne sans pénaliser sa réindustrialisation? Certains préconisent une coopération renforcée entre la France et l'Allemagne. Mais depuis l'accident de Fukushima au Japon, l'Allemagne investit des milliards dans les énergies renouvelables. Pour ce sénateur, c'est une stratégie trop coûteuse. Si nous voulons réindustrialiser l'Europe, ça ne peut se concevoir qu'avec une énergie maîtrisée et pas chère, toute proportion gardée, dans une conjoncture économique qui fait que l'irruption du gaz de schiste de l'autre côté de l'Atlantique a modifié précisément le paysage énergétique mondial. Et cette énergie pas chère, capable de rester compétitive, c'est celle du nucléaire. Une vision loin de faire l'unanimité sur la scène politique. Le nucléaire aujourd'hui est très cher. L'EPR va produire 1 mégawatt sans commune mesure, sans comparaison possible en termes de coût avec le photovoltaïque ou l'éolien. Donc il faut plaider la planification, la cohésion entre les systèmes énergétiques français et allemands. Mais pour cela, il faut accepter les décisions des Allemands. Reste que le charbon est à ce jour la principale source d'électricité en Allemagne, alors que la Commission européenne prévoit de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Les négociations avec les États membres se poursuivent jusqu'en octobre. Sénat, tout de suite l'invité. Et notre invité ce soir, Philippe Kaltenbach, bonsoir. Vous êtes sénateur socialiste des Hauts-de-Seine. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes le rapporteur d'une proposition de loi centriste qui sera examinée mercredi prochain dans l'hémicycle. Elle propose de modifier le délai de prescription en matière d'agression sexuelle. Pourquoi faut-il modifier ce délai selon vous ? J'ai été désigné par la commission des lois pour rapporter une proposition de mesdames Dini et Joanneau qui souhaitent allonger en fait le délai de prescription pour les agressions sexuelles, notamment sur les mineurs, parce qu'on sait qu'un mineur qui est victime d'agression sexuelle va mettre beaucoup de temps à s'exprimer, même après sa majorité. Et les médecins et les experts que j'ai pu auditionner estiment que c'est après 40 ans en fait que bien souvent les personnes parlent, parce qu'elles sont même victimes d'amnésie traumatique et donc oublient complètement les faits, sont dans le déni pour se protéger. Et ensuite, lorsqu'elles sont plus mûres, lorsqu'elles sont elles-mêmes en charge de famille, eh bien, ces événements affreux et odieux leur reviennent en mémoire, et ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'elles peuvent parler. Donc c'est pourquoi Mme Dini et Mme Joanneau, qui sont très en pointe sur ce sujet depuis longtemps, ont souhaité déposer cette proposition de loi qui a été examinée ce matin en commission, où tout le monde a convenu du réel problème qui était posé, puisqu'on a en plus des jurisprudences récentes de la Cour de cassation qui ont opposé ce délai de prescription sur des personnes qui avaient dépassé le délai de prescription actuel. Alors que proposent les sénatrices centristes dans leur texte, et après vous nous direz ce que vous avez proposé ce matin. Donc les sénatrices proposent un dispositif qui vise en fait à assimiler ce délai d'agression sexuelle à un autre délit qui est en fait l'abus de biens social, en essayant d'utiliser un artifice juridique qui est l'infraction occulte ou dissimulée. La difficulté, c'est que la Cour de cassation parle d'infraction occulte ou dissimulée pour les escroqueries et les abus de biens sociaux, puisque les victimes ne sont pas au courant qu'elles sont victimes. Alors que dans le viol, on est quand même dans une situation où la personne violée sait quand même qu'elle est violée. Même s'il y a une prise de conscience tardive en raison de ces risques traumatiques que vous avez évoqués. Elle propose un dispositif juridique qui est très fragile, dans le sens où cet aspect sera toujours contesté par l'avocat de la défense et qu'on laisse en fait au juge l'appréciation de y a-t-il eu traumatisme et amnésie traumatique ou n'y a-t-il pas eu, alors que l'avantage d'un délai, c'est qu'il est clair, qu'il est net et qu'il est simple pour tout le monde et qu'en définitive, il protège en fait la victime.
En plus, le dispositif proposé comme dispositif, allez-y, pardon. Oui, le dispositif qui est proposé par mes deux collègues pose des problèmes en termes de conditionnalité. Il y a un problème de principe de légalité, de principe d'égalité. Donc, le problème posé était un réel problème, mais les solutions juridiques étaient de mauvaises solutions. Donc, nous avons ce matin voté contre cette proposition en l'état. Comme Mme Dini souhaitait que ce soit cette proposition qui soit examinée mercredi prochain en séance, nous n'avons pas encore adopté d'amendement. Les amendements seront débattus mercredi prochain en commission le matin. Et donc, je proposerai, et je verrai si mes collègues de la commission des lois me suivent, à ce qu'en fait, le délai qui aujourd'hui, pour les agressions sexuelles sur les mineurs, est de 20 ans après la majorité donc de la personne, soit porté à 30 ans, puisque les experts nous disent que bien souvent, c'est après 40 ans que les personnes se rendent compte de ce qu'elles ont subi et commencent à pouvoir en parler. Donc en rajoutant 10 ans, on sera dans un délai qui permettra à des personnes de témoigner, de parler de ce qu'elles ont subi, d'engager une procédure et de permettre aussi la reconstruction de ces personnes, parce que le fait de dénoncer les aide aussi à vaincre tout ce qu'elles ont pu subir. Il y a quand même unanimité des sénateurs pour une meilleure prise en charge de ces victimes d'agressions sexuelles. Après, il y a toujours un débat entre ceux qui pensent que 20 ans ça suffit, qu'après 30 ans c'est 10 ans de plus, et que ce qui est toujours difficile, surtout sur des affaires de viol ou d'agression sexuelle, c'est d'apporter la preuve en fait. C'est ça qui est difficile. Et plus on attend, plus les éléments de preuve sont difficiles à prouver. C'est d'ailleurs souvent une des raisons qui, en France, amène à ce qu'il y ait des délais de prescription, parce qu'après, plus on attend, plus il sera difficile de prouver ce qui s'est passé. Mais là, en l'espèce, ce sont vraiment des actes particuliers, particulièrement odieux déjà, mais qui en plus nécessitent un temps pour que les personnes finissent par parler. Donc je crois qu'en allongeant ce délai de prescription, on prend bien en compte le caractère odieux de ces agressions et on permet aux victimes de pouvoir porter plainte plus longtemps. Et je crois aussi de permettre également de mieux lutter contre ces prédateurs sexuels qui, bien souvent, s'agissant de violences sexuelles sur des enfants mineurs, le font en série et malheureusement ont tendance à continuer à agresser sexuellement des mineurs. Donc ça permettra de remonter aussi et peut-être d'avoir d'autres témoignages plus récents permettant d'éviter que ces personnes continuent à nuire. On l'a vu dans des affaires récentes, les gens parlent bien après les faits, mais ça peut permettre également de libérer la parole sur des faits plus récents et de mettre hors d'état de nuire des prédateurs sexuels. L'affaire du bateau-école est, je crois, un bon exemple de ce que la justice peut faire, même si les faits remontent à 20, 30 ou 40 ans. Merci beaucoup Philippe Kellenbach d'avoir été notre invité ce soir. Louis Gallois, auteur d'un rapport choc sur la compétitivité des entreprises, était entendu cet après-midi par les sénateurs sur l'impact de l'exonération des cotisations sociales des entreprises sur l'emploi. On l'écoute. Les entreprises embaucheront si elles ont un certain degré de confiance dans la croissance qui leur permettra de nourrir ces emplois. On constate d'ailleurs que si les entreprises sont optimistes sur la conjoncture, elles répondent beaucoup plus positivement sur la création d'emplois, 15 points de plus sur la création d'emplois, que les entreprises qui ont un jugement négatif sur la conjoncture. Donc la conjoncture introduit un élément absolument décisif dans la création d'emplois. Nous vous en parlions hier, la multiplication des listes pour les européennes complique la visibilité médiatique de certains candidats. Ils doivent redoubler d'efforts pour faire entendre leur voix. Exemple ce soir avec Denis Père, fondateur du mouvement Nous Citoyens, Louis Sibyl. Denis Père, c'est le patron décomplexé. Créateur de 2 entreprises, voyageant en taxi et sans cravate, il monte sur le ring de la politique. Les européennes sont une aubaine pour son tout jeune parti, Nous Citoyens. Pour nous, c'est une superbe opportunité de nous faire connaître. Ce qu'on accomplit là en quelques semaines, il nous aurait fallu 2 ans pour le faire. Ni de gauche, ni de droite sont ni des phares, déprofessionnaliser la politique en limitant le nombre de mandats. Il veut aussi harmoniser les fiscalités des pays de l'Union, lutter contre les paradis fiscaux ou encore dépoussiérer les institutions européennes. Aujourd'hui, la gouvernance de l'Europe, elle ne marche pas. On fonctionne à 28 comme on fonctionnait à 15 avec un mode intergouvernemental, ça ne peut pas marcher comme ça. On a un exécutif à 2 têtes, on ne sait pas qui commande, le Parlement n'a pas réellement de pouvoir, en tout cas pas de pouvoir d'initiative. Nos Citoyens n'a pas 7 mois, mais il revendique 10 000 adhérents, souvent déçus des partis traditionnels.
Et je dois vous avouer qu'en l'espace de 3-4 ans, j'ai été déçu de ce parti. Aucune action derrière des promesses. À un moment donné, il faut mettre des actions derrière des paroles. Dernière ligne droite avant le scrutin, les militants tentent de donner plus de visibilité à leur jeune parti. C'est là où on peut faire la différence, c'est maintenant ou jamais. Bonjour monsieur, élection européenne, nous citoyens. C'est très compliqué en termes de visibilité, de sortie du triptyque UMP, PS, FN, c'est hyper compliqué à l'heure actuelle, on le voit, hein, regardez, nos couleurs ne sont pas forcément différenciantes. Selon les scores de dimanche, ces européennes pourraient servir de tremplin pour d'autres élections. Denis Père a mis de sa poche 100 000 € pour développer son parti. 24 heures Sénat, tout de suite le débat. « 50 millions d'euros, c'est le prix des travaux pour modifier les quais des gares qui doivent accueillir les rames des nouveaux TER, des rames trop larges. L'affaire a été révélée ce matin par le Canard enchaîné, déclenchant une pluie de critiques. Valérie Rabault, rapporteure socialiste du budget à l'Assemblée nationale, allant jusqu'à réclamer la démission de Guillaume Pepy, le président de la SNCF. Les détails avec Sophie Normand-Couturier. Ils sont tout nouveaux, tout modernes. Ils répondent aux attentes du public, mais les trains régionaux nouvelle génération sont trop larges pour certaines gares. Sur les 8700 quais du réseau ferré de France, 1300 vont donc être adaptés. Coût de cette modernisation forcée, 50 millions d'euros. Qui paiera la facture? RFF se veut rassurant. Ça n'aura aucun impact, donc les régions ne paieront pas ni sur les voyageurs, ni sur le prix du billet, ni sur le contribuable. Pour une raison simple, je vous ai dit, le trafic augmente. Et donc les recettes augmentent du fait de l'augmentation du trafic. Et c'est avec cette augmentation de recettes liée à l'augmentation du trafic que nous finançons ces travaux. RFF et la SNCF affirment qu'ils puiseront dans les milliards d'euros consacrés chaque année à la modernisation et au développement. Pas question pour les régions de payer plus. RFF s'engage à payer sur ses ressources propres. Il est hors de question que les régions qui paient déjà les trains, qui paient même partie des retraites des cheminots, qui paient dans les gares, viennent payer un surcoût dû à une erreur manifeste. Une erreur due à un manque de concertation entre la SNCF et RFF. À un mois de l'examen du projet de loi sur la réforme ferroviaire, l'affaire renforce la nécessité d'un gestionnaire d'infrastructure unique. La SNCF a lancé une série de travaux en 3 ans jusqu'en 2016. 300 quais ont déjà été adaptés, 600 le seront fin 2014. Et on ouvre le débat avec nos invités ce soir. Anne-Marie Escoffier, bonsoir. Bonsoir. Ancienne ministre du gouvernement Ayrault, vous êtes sénatrice RDSE de l'Aveyron. Merci d'être avec nous. Avec nous également sur ce plateau, Yves Pozzo di Borgo, vous êtes sénateur UDUC de Paris. Merci d'être avec nous. Anne-Marie Escoffier, ce ratage, ce dysfonctionnement, comment qualifier cette erreur de la SNCF et de la RFF? Je crois que on a eu des qualificatifs très forts, désolants, humiliants. C'est effectivement quelque chose qui est à peine compréhensible et chacun peut s'en étonner. Peut-être qu'il faut remonter à la source. Il y a eu une séparation dans une loi de 97, donc imprimée par le précédent gouvernement pour des raisons probablement essentiellement financières d'ailleurs, qui a séparé ce qui concernait la SNCF de RFF. Donc si vous voulez, la gestion même des structures. Et en fait, voilà 2 organismes qui ne se parlent pas, ne se concertent pas, et nous avons là effectivement les conséquences désolantes d'une absence de concertation entre 2 organismes. Yves Pozzo di Borgo, une réaction? Frédéric Cuvier, ministre des Transports, a parlé d'une situation dramatiquement comique, d'une situation rocambolesque. Non, je ne crois pas que ce soit comique. Dramatiquement comique. Oui, attends, je rejoins ce que disait ma collègue. C'est vrai qu'on a ces 2 structures qui ont été créées. C'est vrai que RFFF a été en fait créé, je crois, car il y a pensé de se débarrasser de la dette de la SNCF. Alors donc on a pour les téléspectateurs qui nous écoutent, d'un côté la SNCF qui fait rouler les trains et de l'autre RFFF qui, elle, s'occupe des infrastructures. Voilà. Sauf que RFFF n'a pas les moyens de gérer cette infrastructure, elle manque de moyens, elle n'a pas suffisamment d'hommes. Et deuxièmement, en plus de ça, ma collègue faisait allusion, ce sont 2 structures qui ne se parlent pas. C'est un monde complètement fou. C'est un peu le même problème que nous avons aussi dans l'Île-de-France. Vous avez la RATP et la SNCF qui se parlent difficilement et on a une accumulation de structures. Alors là se pose, évidemment, on peut faire le constat, mais se pose le problème du rôle de l'État.
Bon, alors on peut critiquer l'ensemble des ministres, qu'ils soient de droite ou de gauche, mais un ministre des Transports, un ministre de l'Industrie, peut-être, je vois, on s'occupe beaucoup des entreprises privées, on faut peut-être mieux de s'occuper de la gestion des entreprises publiques. Moi, je vois M. Montebourg qui n'arrête pas de crier, de s'occuper des entreprises qui ne le concernent pas. Il faut peut-être mieux de voir avec son collègue, M. Cuvillier, de s'occuper des entreprises qui dépendent de l'État. Oui. Parce que là, il y a quand même des dysfonctionnements. C'est le rôle de l'État qui est clairement en cause dans ce ratage. Bon, clairement, quand même, nous avons 2 entreprises adultes qui auraient dû veiller quand même à une gestion cohérente. L'objectif des uns comme des autres d'ailleurs, c'était d'améliorer un dispositif pour les voyageurs. C'est bien ça l'enjeu. Et si effectivement on avait une commande qui peut être évaluée entre 2 et 15 milliards, hein, puisqu'il y avait, je crois, 1800 rames commandées, même si aujourd'hui on en a 350 qui ont été livrées, parce qu'il y a un gros retard dans la livraison. L'objectif, c'est quand même demain, pour nos voyageurs, d'améliorer le dispositif de transport. Et là, l'État est effectivement responsable et il y veille. Il veille à ce que le transport ferré soit une priorité sur notre territoire, de façon à ce que, bon, on réduise les problèmes, on le sait, de circulation automobile, de pollution, etc. Donc tout ça est une démarche globale sur laquelle, là je peux en assurer, le dire vraiment, le gouvernement travaille. Et c'est si vrai que le projet de loi... Il y aura effectivement ce projet de loi, cette réforme ferroviaire qui arrive à l'Assemblée mi-juin et qui prévoit, alors non pas une fusion entre la SNCF et Réseau Ferré de France, mais la création d'une nouvelle entité, une 3e entité. Est-ce que ça va permettre d'éviter ce type de ratage? C'est l'objectif. C'est justement une entité première, qui va être cette nouvelle entité, avec 2 branches, une plus spécifiquement sur la mobilité, l'autre sur les infrastructures, mais sous une même autorité. Et donc une autorité placée sous le contrôle d'ailleurs du Parlement. Nous y serons et de l'État. Et donc, nous serons là, les uns et les autres, pour nous assurer qu'ils se parlent et que nous ne retrouvions pas des situations aussi incohérentes que celles que nous vivons aujourd'hui. Pourtant, les syndicats de cheminots, Yves Pozzo-di-Borgo, qui appellent d'ailleurs à manifester, qui seront en grève demain, ne croient pas du tout à la création d'une 3e entité. Et ils estiment au contraire que ça va aggraver les choses et qu'on aura à nouveau ce type de manque de coordination. Écoutez, je crois qu'il faut d'abord attendre le texte de loi pour qu'on voit là-dessus, que l'on travaille, que le travail soit fait ici au Sénat et à l'Assemblée. Donc moi, je ne veux pas porter du jugement avant que ce soit fait, parce que ça correspond à une nécessité. Est-ce que le texte de loi correspondra vraiment à une nécessité? Nous verrons bien quand nous travaillerons ensemble. Mais c'est vrai qu'il y a, je voudrais rajouter aussi, qu'il y a une augmentation. J'ai écouté M. Rapaport, le président de RFFF. Il y a une augmentation du trafic, 40%, je crois, dans l'ensemble de la France pour les TER et 50% dans l'Île-de-France, ce qui est énorme. Alors, ce qui me surprend quand même, c'est qu'il a l'air de dire que 50 millions, c'est rien du tout. Je vous assure que c'est quand même choquant de la part de ces hauts fonctionnaires de dire que 50 millions sur quelques milliards, c'est rien du tout. Et de dire que ça ne devait rien coûter. Si, ça va coûter, parce que même s'il y a une progression du transport, une progression de 40 à 50% selon l'Île-de-France et l'Île-de-France, il va y avoir beaucoup plus de rentrées. Mais ça n'empêche pas qu'il y aura quand même ces 50 ou ces 180 millions de dédits qu'il faudra bien que quelqu'un paye. Alors évidemment, ça rentrera dans la masse générale, mais c'est trop facile de dire que ça rentrera dans la masse générale. Tout à l'heure, j'étais à midi, je déjeunais avec un de vos collègues socialistes de l'Auvergne, et qui me disait, mais attendez, moi, quelqu'un qui a 200 euros de découvert, il se retrouve à mise en sous-endettement, il est condamné. Et là, vous avez un haut fonctionnaire qui dit 50 millions d'euros, c'est rien. Moi, alors, les régions n'auront rien à payer, c'est ce qui a été dit. Alain Rousset s'est dit rassuré. Globalement, la masse générale de l'argent qui est consacré à ça, il faudra bien qu'elle la paye. Donc ça sera cette masse générale qui sera en diminution, même si c'est que 50 ou 80 millions, ce qui n'est pas n'importe quoi. Et moi, je crois que là-dessus, on aurait intérêt. Moi, je trouve que dans ce genre de choses, on aurait peut-être intérêt, d'ailleurs le gouvernement, je ne suis pas le gouvernement, mais marquer de temps en temps la responsabilité et ne pas avoir peur de marquer, savoir, il y a un responsable, eh bien on le sanctionne. Je crois que c'est important. Qui va payer ces 50 millions d'euros, Anne-Marie Escoffier? Les 50 millions ou 80, puisque effectivement le chiffrage n'est pas arrêté, il est très clair que SNCF et RFF doivent se parler pour savoir quel est le véritable partage des responsabilités entre l'une et l'autre des entreprises. En tout état de cause, aujourd'hui, RFF devait faire un certain nombre de travaux. Ce sont des quais qui ont été créés il y a plus de 50 ans. Il y a donc une évolution vraie et les travaux avaient déjà commencé. Donc c'est vrai que la somme n'était pas initialement envisagée, elle n'était pas engagée, mais néanmoins, je sais que RFF
et SNCF savaient qu'ils avaient, pour le confort des voyageurs, à améliorer le dispositif. Donc il faut l'anticiper, il faut le faire plus vite, en sachant que peut-être ils ont une chance, c'est que les rames arrivent un peu au compte-gouttes, pas aussi vite qu'il était prévu. Donc ça laisse un peu plus de temps pour se retourner et pour, j'allais dire, faire en sorte que alors, l'erreur... qui va payer, puisqu'il n'y aura aucun impact, nous dit-on, ni sur les voyageurs, ni sur le prix du billet, ni sur les contribuables. C'est dans le budget, général de RFF et SNCF. Et donc c'est bien à ces deux entreprises à voir entre elles quelles sont leurs responsabilités. Je reviens sur les inquiétudes des cheminots peut-être, qui disent une troisième entreprise. Non, pas une troisième. Troisième entité. Une troisième entité. Non, en fait, ça va être la société mère. C'est la société mère. C'est elle qui sera la seule responsable et qui aura deux antennes, mais comme on a dans beaucoup d'entreprises, où il faut d'une part séparer la gestion courante de la prévision. Voilà, là on aura la mobilité d'une part et d'autre part les infrastructures. Est-ce que je pourrais terminer par sous une entreprise mère. Allez-y, il y a eu un moratoire pour les handicapés. Par exemple, à Paris, nous avons sur les 329 stations de métro, seulement 20 qui sont adaptées aux handicapés. On a un peu couvert cela, mais ça a été vraiment, je trouve un peu scandaleux moraleusement qu'on fasse un moratoire pour la loi de 2005 pour les handicapés. Ça, les grandes villes, on comprend les zones rurales, les villes moyennes qui n'ont pas fait l'effort. Mais Paris, par exemple, n'a mis que 20 millions d'euros par an sur 8 milliards sur cette accessibilité. Et également, les grandes entreprises... C'est ce qu'a suggéré Ségolène Royal ce matin. Pourquoi ne pas utiliser cet argent pour justement en profiter pour rendre les quais accessibles aux personnes handicapées? Et là, les 50 millions d'euros, je vous assure, ça aurait bien servi à Paris pour mettre en accessibilité les rames de métro. Est-ce que vous pensez que Guillaume Pépi doit démissionner? C'est ce qu'a demandé Valérie Rabault, députée socialiste. Écoutez, moi je ne veux pas te dire... D'abord, il faut que les responsabilités soient déterminées. Alors c'est vrai que très souvent... Il y aura une enquête interne, on connaîtra les conclusions dès lundi. Moi, j'aimerais bien quand même qu'il y ait aussi une enquête du Parlement. C'est quand même des entreprises publiques. Nous avons, depuis la réforme de la Constitution, une semaine de contrôle par mois. Et donc j'aimerais bien, moi, que mes collègues de la Commission qui suivent ce sujet-là, au Sénat d'ailleurs comme à l'Assemblée, ou une commission d'enquête commune, une commission, mais détermine, parce que le problème est beaucoup plus vaste. C'est pas uniquement cette affaire-là. Cette affaire-là est révélateur d'un ensemble de manque de communication entre deux structures. C'est manque de communication entre la RATP et la SNCF à Paris, et surtout la mise aux normes de 8000 gares qui sont un gros problème. Et en fait, on va mettre je crois, aux normes 1300 gares, mais en fait, il y en a d'autres qui restent. Et je crois que c'est un problème beaucoup plus vaste, et ça nécessite, d'après moi, une commission d'enquête assez conséquente pour étudier ce problème-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut demander une commission d'enquête sur ce sujet, Marie Escoffier? Elle a été demandée déjà par Frédéric Cuvillier dès ce matin. Voilà, donc il va y en avoir une. Que les parlementaires y soient associés me paraît être une bonne chose. D'ailleurs, une anticipation d'ailleurs au dispositif que l'on aura demain avec la nouvelle entité. Peut-être, voilà. Pensez-vous que Guillaume Pépi doit démissionner, Anne-Marie Escoffier? La démission de l'un ou de l'autre me semble-t-il, n'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir comment demain on peut éviter de se retrouver dans une pareille incohérence. Le problème, il est là. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de cette édition. À 22h, vous retrouvez Sonia Mabrouk. Très bonne soirée et à demain.